Salutations. Certaines nuits, dans le calme feutré de nos belles îles animales crocetiennes, il peut arriver que se détache sur un tronc d'arbre la silhouette d'un papillon aux dimensions peu habituelles. Si comme moi, vous avez passé un temps indécent à en attraper le plus possible pour faire le plein de clochettes, la monnaie du jeu, ce papillon vous est plus que familier. On en vient même à ne plus trop s'en émerveiller tellement on a pu le voir filet virtuel à la main. Et pourtant, cet animal est fascinant. Laissez-moi donc vous brosser le portrait de l'Attacus atlas. L'Attacus atlas, aussi appelé papillon de l'Atlas, est un papillon nocturne présent dans les forêts tropicales, humides et subtropicales d'Asie du Sud-Est. Ce papillon, qui fait partie de la famille des Saturnidés, est l'un des plus grands papillons nocturnes du monde, avec une envergure des ailes qui peut aller jusqu'à 25 cm. Les premières places reviennent à d'autres espèces, et ce dans deux catégories différentes. Dans la catégorie de la plus grande envergure, le grand gagnant nous vient des contrées d'Amérique du Sud, c'est le Thysania agrippina qui peut atteindre les 28 cm. Et il semblerait même qu'il y ait un record de 30 cm d'envergure. Dans la catégorie surface LR, donc les plus grandes ailes en termes de surface cette fois, le prix revient à un papillon endémique de Nouvelle-Guinée et du nord de l'Australie. C'est aussi une espèce qui fait partie de la famille des Saturnidés, c'est le Coccinocera hercules, ou plus simplement, le papillon Hercule. Il dépasse aussi le papillon de l'Atlas en envergure avec ses 27 cm, mais il le bat surtout à plat de couture avec un record de surface LR de 300 cm² contre seulement environ 160 cm² pour l'Attacus atlas. Ce qui est déjà franchement pas mal quand même. On remarquera d'ailleurs pour ces deux Saturnidés la référence dans leur nom à la mythologie grecque avec Hercule et Atlas. Non, mais c'est tout. L'anecdote va pas plus loin. Hein. C'est sûrement pour montrer à quel point ils sont énormes, mais c'est tout. Je voulais juste le dire. Bon, même si Attacus atlas ne remporte pas les premiers prix, il reste tout de même d'une taille qui impose le respect. Mais ce gigantisme a le désavantage de rendre le vol compliqué et coûteux en énergie, surtout pour la femelle qui est un peu plus grande et plus lourde que le mâle. En conséquence, ces papillons volent assez peu. Et malgré une couleur qui les rend sans doute moins détectables sur le tronc d'un arbre, ils restent tout de même visibles pour les éventuels prédateurs. Bah oui, quand on a un papillon de plus de 25 cm d'envergure, vous allez pas me faire croire qu'en plus on est les champions du camouflage. Non, en effet, mais avez-vous remarqué les motifs sur leurs ailes? Très jolies ces nuances d'ocre, de marron, ces quelques touches de noir, ces couleurs chaudes qui tirent sur l'orange et ce jaune. Attendez, vous trouvez pas que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que votre cerveau vous fait voir exactement ce que ce papillon aimerait que vous voyiez? Et oui, le bout supérieur de leurs ailes fait fortement penser à une tête de serpent dressée presque prêt à attaquer. C'est d'ailleurs pour cela que cet animal est aussi appelé le papillon cobra. Encore un joli cas de mimétisme, une stratégie évolutive qui consiste pour un animal à imiter des éléments visuels mais aussi parfois olfactifs, sonores ou comportementaux afin d'échapper à certains prédateurs. Les cas de mimétisme sont nombreux et il en existe plusieurs types, mais pour ne donner que quelques exemples, les phasmes qui peuvent se confondre aisément avec des brindilles, ce papillon, Kallima inachus, qui présente un aspect imitant à s'y méprendre une feuille morte, ou encore Macrocylix maya, qui présente des motifs sur ses ailes qui ressemblent à des mouches qui mangent de la fiente, appétissant, et la couleuvre faux corail complètement inoffensive qui imite le serpent corail qui lui est venimeux. Il existe aussi des cas de mimétisme où les animaux imitent seulement une partie du corps d'un prédateur, comme, histoire de revenir au papillon, le Caligo eurylochus, qui présente des motifs circulaires appelés ocelles sur le revers de ses ailes. Ces motifs, vous l'avez sans doute vous-même vu, ressemblent à un œil de hibou, de quoi dissuader les éventuels prédateurs ou tout du moins créer assez de confusion pour bénéficier de quelques précieuses secondes pour s'enfuir avant une attaque éventuelle. Pour ce qui est de Attacus atlas, ce motif de serpent prêt à attaquer doit sûrement jouer le même rôle, réduisant le risque d'attaque et laissant le temps pour ces messieurs-dames de s'activer pour donner naissance à la prochaine génération. Et justement, pour faire des bébés, il faut trouver son ou sa partenaire. Bon, en l'occurrence, c'est surtout le mâle qui se met en quête pour trouver sa belle parce que les femelles ne bougent pas trop. Une fois sorties de leur cocon, elles ne s'en éloignent pas trop par la suite. Mais elles ne restent pas passives non plus. Elles libèrent de puissantes hormones qui peuvent être détectées sur plusieurs kilomètres par les mâles et leurs antennes plumeuses. Antennes qui d'ailleurs sont bien plus imposantes chez les mâles que chez les femelles. Ce qui est plus gros chez les femelles, au-delà de leur envergure, c'est l'abdomen, car celui-ci est presque distendu par le nombre d'œufs qu'elle ira pondre sur les feuilles des arbres qui serviront de nourriture à sa future progéniture. En effet, une ponte correspond à 150 œufs. On comprend mieux pourquoi l'abdomen des femelles est un petit peu plus gros. Les œufs éclosent après une dizaine de jours d'incubation, libérant ainsi les bébés Attacus atlas. Sous leur forme larvaire, ces animaux sont tout aussi impressionnants de par leur taille qu'ils peuvent l'être au stade adulte. D'un vert discret, les chenilles, qui passeront par plusieurs stades de développement, peuvent atteindre, dans leur forme la plus imposante, 11,5 cm et 2,5 cm d'épaisseur. De gros bébés qui se nourrissent goulûment du feuillage de l'arbre sur lequel leur mère les aura pondus. Et ils ont tout intérêt à se goinfrer car une fois adultes, ils n'auront pas tellement le temps de se sustenter. Mais surtout,
Chez les insectes, il y a une grande diversité de bouches. Quand chez nous, l'évolution nous a dotés d'une bouche avec une mâchoire, des dents, une langue qui sont adaptées à notre régime omnivore, du côté des insectes, la machinerie, que l'on appelle alors des pièces buccales, a une apparence qui diffère selon la manière dont les espèces s'alimentent. En très gros, il y a ceux qui coupent et mastiquent leur nourriture, qui ont des pièces buccales de type broyeur, comme par exemple les coléoptères. Ceux qui, pour s'alimenter, lèchent leur nourriture, qui est liquide ou liquéfiée par leur salive. Ces pièces buccales de type lécheur se rencontrent essentiellement chez les diptères, les mouches. On peut rencontrer aussi des insectes avec des pièces buccales de type piqueur-suceur, comme nos chers moustiques. D'autres insectes, comme les hyménoptères, dont font partie les abeilles, ont des pièces buccales de type broyeur-lécheur. Et enfin, le dernier type de pièce buccale est le type suceur, que l'on rencontre chez les lépidoptères, donc les papillons. C'est donc ces dernières pièces buccales que l'on pourrait s'attendre à voir chez nos beaux et grands Attacus atlas. Imaginez ces mastodontes ailés voler de fleur en fleur pour se nourrir de leur nectar. Eh bien, oubliez cette image, ça n'arrive jamais. Déjà parce que, je le répète une fois plus, mais les papillons atlas ne sont pas des plus mobiles, mais surtout parce qu'ils n'ont pas de pièces buccales. Ou alors très atrophiées et non fonctionnelles. Et je vous entends derrière votre écran trépigner d'impatience et vous demander « mais comment font-ils pour se nourrir ?» Eh bien, ils le font pas. Sous forme adulte, les Attacus atlas ne se nourrissent pas, d'où l'intérêt pour eux de se goinfrer un max au stade larvaire parce qu'après, ils puisent leur énergie dans les graisses accumulées à cette période. Bah oui, chez les papillons atlas, la priorité c'est se reproduire. Point. Et de toute façon, c'est pas comme s'ils avaient masse de temps pour faire autre chose, parce que même si ces papillons ont une espérance de vie globale d'une centaine de jours, sous sa forme adulte, le grand Attacus atlas ne vit que 7 à 8 jours pour la femelle et 4 jours pour le mâle. On comprend mieux du coup pourquoi avoir une bouche pour s'alimenter, bon, c'était superflu. C'est marrant, on a toujours un petit pincement au cœur quand on apprend qu'une espèce a une vie très courte une fois le stade adulte atteint. Ça doit sûrement venir du fait qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer avec nous. C'est vrai que normalement, quand on arrive à l'âge adulte, il nous reste des tonnes de choses à faire, à construire. Mais bon, les insectes ont un cycle de vie très différent. Nous, on n'a pas de stade larvaire, normalement. Et peut-être qu'être une chenille, c'est le summum du fun, on sait pas. Bon allez, j'arrête de digresser. J'espère vous avoir fait découvrir des choses sur ce papillon géant qu'est l'Attacus atlas. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure, mettez un pouce vers le haut, évidemment. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Ah, et peut-être qu'il y a un animal que l'on voit dans le jeu Animal Crossing qui n'a pas encore son épisode de Bébétopédie et que vous aimeriez que ça soit le cas. Alors n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, je vous lirai avec attention. À bientôt.